j'ai appris un truc, c'est savoir déléguer. Et moi, je me suis entouré de gens extraordinaires et qui avaient des compétences nettement supérieures aux miennes. Et donc, je me suis entouré de bonnes personnes. Même si ça me coûtait de l'argent de les payer, ils m'en ont rapporté 10 fois plus. Je suis passé à 1 millimètre de la paralysie totale et à 2 millimètres du cercueil. Je me retrouve aux urgences et on me dit, monsieur, c'est très grave, vous allez mourir. Un pigeon dans la boîte, tu vois. Ne te mets pas à créer, à oublier la vente. La perfection, c'est le début de l'amateurisme. La décontraction, c'est le début du professionnalisme. Mets en action ça. Arrête d'être perfectionniste. Done is better than perfect. Fait est mieux que parfait. Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Lorenzo, c'est vraiment un plaisir de t'avoir ici. Merci de m'accorder un petit peu de ton précieux temps. Bon, je sais que maintenant tu es un petit peu plus tranquille, mais je sais aussi qu'aujourd'hui t'es pas mal occupé, donc merci pour ça, ça va être super intéressant. Je prends mon temps pour toi, ça fait plaisir d'être avec toi, c'est cool. Plaisir partagé, magnifique, merci. Du coup, Lorenzo, avant que tu te présentes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Lorenzo, tu es un ancien animateur radio très connu de la bande FM. Tu as également été, et tu es encore, voix off. Tu as formé énormément de célébrités aussi autour de ces disciplines. Ensuite, tu as créé une boîte web qu'on connaît pour la plupart plutôt bien, en tout cas ceux qui sont dans le business en ligne, les entrepreneurs du web, qui est LearnyBox, que tu as aujourd'hui revendu après des années et des années de développement où tout le monde a déjà créé un compte sur LearnyBox et vendu sur LearnyBox très probablement, qui écoutent ce podcast et qui ont un business en ligne. Donc énormément de casquettes, un beau parcours, magnifique parcours, félicitations pour ça. Et merci. Puis du coup... Papa et Marie, hein, important. C'est quand important. Même mes deux filles et ma femme, c'est important. C'est... Magnifique. La famille. Et le détenteur de magnifiques mug, il faut quand même le dire. Oui, détenteur d'un méga mug, d'un méga moi. Magnifique. Et du coup, entre toutes ces casquettes et ce que j'ai déjà pu exprimer à ton égard, est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que c'est toujours mieux venant de celui qui est concerné? Tout a commencé, j'avais 5 ans exactement. Oh, 5 ans, c'était il y a longtemps, non ? Pour la petite histoire, c'est que à l'âge de 5 ans, je me voyais déjà en haut d'une affiche, comme disait Aznavour, et à 20 ans, quand je suis monté à la capitale, parce que j'habitais à Sens dans Lyon, je rêvais de faire du stand-up comédie, de faire de la télé, de la radio. C'était le début de la FM, et je suis devenu animateur radio alors que j'ai failli tout abandonner. Il faut savoir que j'ai plusieurs tares, c'est que j'ai failli tout abandonner, j'ai failli ne jamais monter de boîte d'entreprise, j'ai eu 400 000 euros de dettes, j'ai failli me jeter d'un pont, mais c'était trop, donc j'ai eu peur. et surtout, le truc, c'est que j'ai toujours tout fait pour que mon étoile brille dans le ciel, parce que j'avais la passion au fond de moi, j'avais envie de faire rire les gens, j'avais 2 envie de motiver, d'inspirer, et c'est pour ça que je suis devenu animateur radio sur Fun Radio, sur Skyrock, sur WeFM, sur des radios comme Maximum un peu plus spécialisées. Et puis après j'ai fait de la télé, j'ai travaillé pour M6, j'ai travaillé pour Disney Channel, j'ai travaillé pour TF1 pour l'émission exclusif, j'ai travaillé pour Canal J, TJ, et puis après, à un moment donné, quand j'ai eu des millions d'auditeurs sur Fun Radio, je faisais le morning show en 96, 97, 98. À l'époque, il y avait Eric et Ramsey, il y avait Max, Miguel, etc. Et après ça, en parallèle de tout ça, je faisais toujours de la voix off, parce que ça a toujours été un de mes trucs, c'est ne jamais dépendre d'une seule source de revenus. Je pense que tu sais de quoi je parle. Tout à fait. Et ça a été toujours mon truc. C'est quand j'étais animateur radio, je me suis dit, au début, j'étais aussi DJ dans une boîte de nuit de thé dansant, tu vois, pour les vieux, avec des valses et tango. Et j'avais 2 revenus. Puis après, je suis devenu voix off, et après, je suis devenu une voix off à part entière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en 98, j'ai dit stop, j'arrête la quantité de vie. Je voyais beaucoup de stars à l'époque. Moi, j'ai interviewé des stars comme David Bowie, comme Obispo, comme des rappeurs extrêmement connus, des gens In Excess, Midnight Oil, enfin
plein de stars, toutes les stars. Généralement, comme je parle anglais, je faisais les traductions en simultané. Et ensuite, j'ai décidé de ne faire que voix off, comédien voix off. J'ai travaillé pour les Guignols de l'info. J'étais la voix de France Télévisions, de Canal J, pour TF1, j'ai bossé pour toutes les chaînes. J'étais la voix, bien sûr, du Dîner presque parfait, de Danse avec les stars. Voilà. Donc, et encore, hein, j'en oublie. Hein, j'ai fait plus de 60 000 voix dans ma vie. Wow. Tu me donnes n'importe quel texte. Aujourd'hui, je suis capable de faire ce que tu veux. Alec Henry, le déclic, c'est maintenant en podcast. C'est bon, on a la nouvelle intro. Et donc, comme je suis ce qu'on appelle un caméléon de la voix, forcément, je travaillais dans plein de domaines de la voix off. Il faut savoir que la voix off, il y a près de 30 métiers dans la voix off, hors doublage. Hein. Et à un moment donné, j'ai eu cette envie, c'était en 2004, j'ai eu cette envie de transmettre mon savoir. Et ça, déjà au préalable, je coachais beaucoup de stars, des gens comme Cyril Lignac, Ophélie Meunier, Michael Youn, Fred Testo, pas mal de gens, voilà, beaucoup de journalistes du monde de la radio et de la télé. Et puis j'ai mis ensemble KDO, par exemple, Kad Merad, c'est moi qui l'ai recruté à l'époque quand on était avec mon ami Bruno Delport, patron de WeFM. Et Kad Merad est arrivé à WeFM, il a démarré là, et je les ai mis avec Olivier, pour Olivier Barou, le papa des Tuches. Et puis, etc. Et puis après, moi, mon truc, c'est que pendant 10-15 ans, tout le monde me disait, mais pourquoi tu montes pas ta boîte de prod? Et j'avais peur. J'avais une peur terrible, celle que beaucoup de gens ont, c'est comme j'étais nul en maths, je me suis dit, si je suis nul en maths, je suis nul en gestion, en compta, et il va me falloir ça pour monter ma boîte, et j'avais une croyance que je pouvais pas monter ma boîte autrement. Et puis après, ça c'était ma peur de départ. La peur n'empêche pas la connerie. C'est que j'ai quand même monté mes boîtes au bout d'un moment, et à un moment, j'ai compris que c'est pas parce que t'as pas peur que t'es pas con. Et donc j'ai fait plein de conneries jusqu'à avoir 400 000 euros de dette, tu vois. Ok. J'en rigole aujourd'hui, hein, parce que j'ai mangé des pommes de terre et des pâtes, plus les pâtes. Chez les Italiens, on mange plus de pâtes, et j'ai réussi grâce au web. Et ça, c'est important, c'est que c'est le web qui m'a permis de faire la bascule. J'ai dans un premier temps commencé à vendre ma voix off sur le web. J'ai été première voix off dans mon placard à Boulogne-Billancourt à vendre ma voix dans le monde entier avec un site internet. J'avais eu des copines de France Télévisions qui m'avaient fait un reportage, ça avait cartonné, et j'ai commencé à vendre ma voix sur internet. Puis après, j'ai monté mon centre de formation à la voix off qui s'appelle Coaching Voix Off à Neuilly, et je me suis dit, mais si je fais une fois un cours, si je le fais tous les jours, à un moment donné, si je l'enregistre et que je le vends sur le web, forcément, je vais faire plus de cash que si je fais 10 fois, 100 fois le même cours. Donc, et là, j'ai eu la vision du web, et en 2009, j'ai créé Coaching Voix Off Online, et ça a été, c'est ça qui est génial, c'est que ça a été les prémices, ça a été le démarrage dans ma tête de la création de l'Erniebox dans le futur. Et entre-temps, j'ai créé une plateforme qui s'appelait Maxi Voice pour la prise de parole en public, pour maîtriser sa voix, etc. Et puis après, j'ai créé l'Erniebox, et je suis devenu, donc, alors que j'étais nul en informatique, hein, il faut le savoir. J'étais nul en informatique, mais j'ai des idées à revendre. Je suis un visionnaire, je sais ce qui peut marcher. C'est simple, hein. Quand j'ai les poils qui se dressent sur le bras, ça veut dire qu'il y a un truc qui va marcher. Magnifique. Bon, sauf si j'ai peur. Et puis voilà. Puis là, depuis quelque temps, j'ai revendu, mais j'ai surtout revendu mes parts. Je suis toujours micro-actionnaire de l'Erniebox, mais j'ai un nouveau CEO qui est super, et qui va faire en sorte que l'Erniebox dépasse les frontières et aille dans le monde entier, quoi, tout simplement. Et puis voilà, et maintenant je me la coule douce avec ma fille, avec mes filles, ma femme, et je suis en train d'écrire une conférence show pour expliquer tout mon parcours, et faire vivre, enfin, un peu faire ce que je voulais faire au début, c'est du stand-up. Je veux faire du stand-up conférence pour transmettre ma passion, mon envie. Voilà, tout simplement. Allez, salut. Je pense que c'est une excellente initiative, parce qu'effectivement, et toutes les personnes qui nous écoutent, je pense, seront du même avis quand on t'écoute là sur les 8-9 dernières minutes où tu t'es présenté. C'est
c'est pas une vie que tu as vécue, c'est 15 vies finalement. Et tu as tellement de choses, tellement de leçons, tellement d'éléments, j'imagine, à partager, que ça va être nécessaire de faire ce show d'une part. Et en plus, je salue l'initiative du fait de vouloir le rendre divertissant, parce que ça va permettre de transmettre ces éléments à un maximum d'individus, parce que les gens ont plus tendance à vouloir se divertir plutôt que d'apprendre des choses et de se former. C'est compréhensible, même si tout le monde devrait se former, mais tout le monde devrait se divertir aussi. Donc pourquoi pas allier les deux? Donc c'est une excellente chose. C'est ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si tu dis aux gens apprends, il y a un côté wow. Si tu dis aux gens attends, je vais te faire découvrir un truc, mais c'est génial et en plus tu vas te marrer en découvrant un monde que tu ne connais pas forcément et qui va te permettre de gagner par exemple de l'argent. Là, c'est plus la même chose, tu vois. Clairement. Apprends et tu gagneras de l'argent. C'est pas la même chose, tu vois. C'est ça, et surtout que dans l'inconscient collectif, apprendre c'est lié à l'école, c'est lié à quelque chose qui t'est imposé. Donc apprendre égale douleur, égale j'ai pas forcément envie. Et là c'est totalement différent. Et justement quand on t'écoute, comme je l'ai dit il y a un instant, on a l'impression que tu as vécu 15 vies. En plus, tu as été en relation avec des gens qui sont aujourd'hui des célébrités connues, etc., qui eux aussi ont vécu bon nombre de vies ou ont eu des vies qu'on pourrait qualifier des vies extraordinaires, excessives, avec énormément de choses à gérer, à faire. Comment on gère en fait toutes ces casquettes et tout ça? C'est quoi la leçon derrière? Parce que souvent, même l'entrepreneur qui démarre rapidement, il a l'impression d'être très rapidement sous l'eau et même plus pouvoir s'en sortir. Et on se dit, mais à t'écouter, comment t'as fait? Déjà, j'ai pas toujours tout fait en même temps. Mais j'avais une technique, moi. Je sais pas si tu connais c'est une philosophie néotech que j'avais une technique que j'avais développée dans les débuts des années 2000 que j'avais chopée aux États-Unis et qui était en fait tu fais ce qu'on appelle la pensée dynamo. C'est un peu compliqué à t'expliquer, mais en gros, tu as des idées. Imagine, tu vas lancer un podcast et puis tu vas lancer une chaîne télé puis une entreprise. Eh ben, okay. tu as l'idée, ça c'est l'idée de départ, et après quelles sont toutes les tâches que tu dois effectuer pour réaliser ces projets. Mais en fait les tâches, t'es d'accord que on a des tâches écrire, on a des tâches aller, on a des tâches réunion, meeting, on a des tâches comptabilité, et c'est à chaque fois la même chose. On a des tâches téléphoner, mail, etc. Ben moi, je regroupais toutes les tâches mail en même temps, à la même heure, tous les jours. Toutes les tâches aller à la même heure, tous les jours. Et ce qui fait qu'on appelait ça les mini-days, les mini-journées, ce qui fait que j'arrivais à développer plein de projets en même temps, au même moment et en parallèle. Ce qui fait que dès le matin, quand je me levais, je sais pas si je me levais à 6h du matin, je savais que de 6h à 7h, j'étais tranquille, je faisais les mails. Eh ben, j'envoyais tous mes ordres de mission de tous mes projets en même temps, ce qui fait qu'à la fin de la journée, j'avais des retours et je faisais monter tous mes projets en même temps. Il y en a qui ne marchaient pas, mais je m'en foutais parce qu'il y en avait d'autres qui marchaient. Un peu comme toi qui es investisseur, tu sais très bien que dans une start-up, tu vas investir, mais si tu investis dans une, tu risques de te planter. Si tu investis dans 20, tu risques d'avoir des gros poissons. Bien sûr, tu lises ton risque et c'est la loi des nombres comme à chaque fois. Ouais. Effectivement, super intéressant. Moi, je t'ai rencontré la première fois, on en parlait juste avant, c'était aux 3 ans de LearnyBox, qui est du coup le logiciel que tu avais créé. Je me souviens, tu avais fait... Voilà, t'as les frissons là, c'est bon. Pourtant, t'as ni peur, mais par contre, ça a marché, ça a très bien marché, LearnyBox. Ça a marché, exactement. Ouais. Et puis, les 3 ans, c'était tellement un souvenir génial. Je me souviens, et mes parents qui étaient là en plus, qui sont montés sur scène, je me souviens. Ouais, c'est vrai. Et moi, je te découvrais donc en tant qu'entrepreneur, et c'est vrai que tout de suite, j'ai vu effectivement quelqu'un de sympathique, joie de vivre, charismatique. J'ai aussi rencontré du coup ton associé qui était le CTO de LearnyBox. Mathieu, exact. Sans lui, j'aurais jamais rien pu faire. On comprend du coup que voilà, il a compensé le fait que tu ne comprenais rien en informatique pour justement mettre sur pied la technologie qui est aujourd'hui LearnyBox. Mais moi, la question que je me pose, et j'ai 2-3 éléments de réponse, je m'en souviens, mais ce sera intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est
Qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer l'Ornibox? Parce que je repose le contexte. À cette époque, les outils logiciels qu'on connaît aujourd'hui sur le marché n'existaient pas. À cette époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui des dizaines et des centaines d'infopreneurs comme aujourd'hui. Et l'Ornibox, toi en particulier également, font partie de ces acteurs qui ont rendu tout ça possible et qui ont permis du coup à des milliers de personnes de s'émanciper et de créer leur activité en ligne grâce à ce genre d'outils. Donc finalement, tu vois, après coup, c'est souvent facile de dire ah ouais, il a eu la vision, il s'est dit il y a un besoin, je vais combler ce besoin, je vais créer un outil, un logiciel pour. Même chose on pourrait se dire avec Google, Elon Musk ou plein d'autres choses. Mais rentrant dans le cerveau du visionnaire aujourd'hui et comprenant comment ça s'est passé. Alors, c'est intéressant parce que au début, j'avais écrit. Moi, j'aimais bien. Je faisais beaucoup de méditation, de vision créatrice. Et 8 ans auparavant, j'avais fait une méditation où tout de suite après, j'avais écrit. D'ailleurs, j'ai retrouvé le carnet où j'écrivais: je veux créer une machine qui va permettre à tous les coachs, thérapeutes et formateurs de former des milliers de personnes dans le monde. Et je vais, grâce à ma voix, permettre aux autres de faire entendre leur voix. C'est à peu près ça, tu vois ce que j'avais écrit. Et quelques années auparavant, j'avais créé Coaching Voix Off Online, Maxi Voice, où je m'étais fait empapaouter par une agence web qui m'avait pris 150 000 € pour créer une solution qui n'était pas évolutive. Et que ça s'appelait Maxi Voice à l'époque. Et je rencontre Mathieu Kichel, mon futur associé, qui à l'époque est stagiaire. Il sort d'une école d'ingénieur du son, mais je sais pas qu'il est ingénieur informaticien à la base. Et le mec, il me dit: ouais, si tu veux, moi je te refais ta plateforme qui est complètement bloquée, je te la fais pour que tu puisses mettre toutes tes idées. Et là, tu me donnes toutes tes idées. Je parle un peu comme ça parce qu'il est un peu cool, tu vois. Et tu me donnes toutes tes idées et puis moi, je les mets dans la machine et puis je me débrouille pour te faire une super plateforme. Ça te va? Tu vois? Ben, je lui dis: ouais, vas-y, amuse-toi. Et lui, et comme on avait un point commun, c'est qu'on est fan de l'OM et des séries comme Walking Dead, il me disait: moi, je code le soir en regardant les matchs de l'OM et en regardant les séries de Walking Dead. Je dis: fais gaffe quand même de pas taper à côté du truc quand t'as peur avec Walking Dead. Et là, je sais pas, 8 mois plus tard, il me sort une plateforme du formateur. Donc, moi, ce que je voulais, c'est une plateforme idéale, la plateforme du formateur en ligne, de l'infopreneur qui veut donner des cours particuliers, envoyer des documents, plein de trucs, tu vois, envoyer des mails et tout. Donc je crée la plateforme idéale pour moi au départ. Mais j'ai pas du tout un esprit marketeur. Et j'ai pas réfléchi à un besoin particulier du public. Je me suis dit, voilà, je vais créer pour moi la plateforme. Le gars, il me dit un beau jour, il dit: tiens, Lorenzo, si tu veux, tu peux regarder la plateforme, elle est finie. Et là, je vois le truc, mais je dis: t'es un grand malade, toi. t'es un grand malade. Et là, il me sort une plateforme géniale et je la mets en vente. Enfin, je la propose à mes clients. Et là, j'ai 1, 10, 20, 50, 100 clients de Maxi Voice et de Coaching Voix Off Online qui me disent: je suis formateur, je suis coach, je suis thérapeute, j'ai besoin d'une plateforme. Toi, t'as créé un truc genre tout en un, tu veux pas me la louer? Mais je dis: bah non, elle est à moi. Je vais pas te la donner. Et quand au bout d'une centaine de personnes, j'entends le besoin, je dis: Mathieu, excuse-moi, mais on est en 2014. Je dis: Mathieu, excuse-moi, mais ça va être long de créer un truc pour les autres. Il me dit: c'est-à-dire, imagine, tu crées le tout en un qu'on a fait de Maxi Voice, mais dedans tu rajoutes les mails, tu rajoutes le webinaire, tu rajoutes tout ça. On est sur un coin de table, hein. On est à Boulogne-Billancourt. Je lui dis: ouais, tu t'emmerdes pas. Tu sais quoi, tu fais un tout en un, tu t'emmerdes pas. Il me dit: moi je vais m'emmerder, toi non, mais moi je vais m'emmerder. Je dis: ouais, mais t'inquiète pas, ça va être sympa. Et je finance tout. Et je lui dis: au fait, il faut combien de temps? Il faut pas 2 ans quand même. Et là il me dit: bah il va falloir quand même entre 6 mois et 1 an. Ok. Ah. Ouais, bah écoute, vas-y. On est en mars 2014. Ok. En septembre 2014, on commence les bêta-tests. Et là, il me sort un truc, je dis: waouh, je comprends rien du tout. Il y a des trucs partout. Les bêta-testeurs, ils disent: c'est quoi ce truc? On est en décembre, les bêta-testeurs plus disent: ouais, ça commence à être pas mal. Et en février, il y a mon ami Olivier Seban, que tu connais, ouais. Olivier Seban, qui est le parrain de l'Ornibox, qui me dit: Lorenzo, si tu veux, tu viens proposer ta solution l'Ornibox à Miami. Je fais venir plein d'infopreneurs. Il y avait David J, Olivier Roland, il y avait tout
sous le gratin des web entrepreneurs. Et là, je viens avec Mathieu, à l'époque avec Kevin Hano, qui a monté après Wolfeo, et on présente l'Ornibox dans une chambre d'hôtel. Il y a 50 personnes et on est tous là. Et je fais, hey, regardez ce que j'ai créé. Tout le monde me connaît comme étant mec de radio, télé, comme l'inventeur de Maxi Voice, de Coaching Wolf, mais personne s'attend à ce que je crée une plateforme. Et là, il dit, regardez, on va se marrer, ça va être sympa. Et là, il regarde. J'avais fait une vidéo géniale et tout, très, très sympa. Et là, ils regardent la vidéo, ils font, mais t'es un grand malade. Mais c'est toi qui as créé ça. Mais c'est exactement ce que veut n'importe quel formateur ou n'importe quel infopreneur. Il veut ce genre d'outil. Donc, waouh, c'est génial. J'ai dit, vous savez quoi? Vous devenez tous les partenaires de l'Ornibox. On fait un lancement, puis on cartonne. Vous allez gagner de l'argent. Tout le monde, voilà, on va enrichir les autres et on va s'enrichir nous aussi. Hein, ça va être sympa. Et moi, tout le temps, dans l'esprit, ouais, ça va être sympa. Et on fait le lancement en juillet 2015 et là on fait un carton et on devient plateforme numéro 1 en francophonie mondiale très rapidement et puis après on a amélioré. Après c'est devenu d'une petite vedette, c'est devenu un paquebot et après voilà, on a plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs aujourd'hui. Et puis 6 ans après, un truc important, c'est je suis devenu visionnaire et tout à coup chef d'entreprise et ça m'a pas plu. Et ça, c'est important. Du jour au lendemain où il a fallu gérer les gens, où il a fallu organiser, voir toutes les merdouilles qu'il y avait, parce que quand c'est technique, t'as toujours un support, etc. C'est devenu une usine à gaz à bout d'un moment. Et le 27 septembre 2018, il m'est arrivé un truc que je souhaite à personne, il m'est arrivé un AVC hémorragique, c'est-à-dire que je suis passé à 1 mm de la paralysie totale et à 2 mm du cercueil. Et j'étais avec mon associé Mathieu, on allait au Mastermind du Sud, je sais pas si tu connais, dans le sud de la France, Stéphane Munier et Mickaël Messa. Et je tombe, et j'ai les yeux qui partent en sucette, je me retrouve aux urgences et on me dit, monsieur, c'est très grave, vous allez mourir. Un pigeon dans la boîte, tu vois. Et là, je me dis, c'est pas possible. J'étais en pleine ascension de plein de choses et tout à coup, tout s'arrête. Et je vais pas revoir mes enfants et tout. Et coup de bol, mon hémorragie cérébrale s'est arrêtée à 1 mm de la paralysie, 2 mm du cercueil. Et ça allait. Et après, j'ai mis 1 an à m'en remettre. Et à partir de là, j'ai dit à Mathieu, il va falloir qu'on se mette moi, je vais me mettre en retrait. Complètement en retrait et on va passer en mode on va chercher un nouveau CEO, quelqu'un qui va reprendre la boîte, voilà. Et puis après j'ai mis le haut là et je me suis dit je vais m'occuper de ma famille et être plus cool, quoi, beaucoup plus cool. Et surtout j'ai appris un truc, c'est savoir déléguer avec des gens. Ça c'est un truc vachement important pour les entrepreneurs, c'est de savoir prendre des gens, parce que sans équipe, on n'est rien. On a beau être le cadre, le meilleur dans ce qu'on veut faire. Sans équipe, on n'est rien du tout. Et moi, je me suis entouré de gens extraordinaires et qui avaient des compétences nettement supérieures aux miennes. Et ça, il faut accepter de le faire en tant qu'entrepreneur. Totalement. C'est la clé. Totalement, c'est vraiment la clé, je le dis très souvent, et le but c'est que l'entrepreneur soit un bon généraliste qui sait s'entourer de spécialistes bien meilleurs que lui pour différentes disciplines. Et est-ce que tu sais finalement d'où c'était venu? C'est quoi un excès de stress, cette problématique? Non, tu sais, les AVC, il y a les AVC ischémiques, on va rentrer de technique, ischémique, c'est-à-dire c'est l'artère qui se bouche, et puis l'hémorragique, c'est comme une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire qu'en gros, ça peut arriver à un gamin de 15 ans, comme à moi, à l'époque, et il y avait pas de, j'avais pas de tension, j'avais rien, j'étais pas en stress, moi, à ce moment-là, en plus, c'était challengeant, mais j'étais pas dans un moment de stress. Et puis j'étais pas du tout. J'étais challengé, mais j'étais pas stressé. Et là, ils m'ont dit, non, ça peut arriver à n'importe qui. D'accord. Donc faites gaffe, quoi. Ok, et du coup, qu'est-ce qui fait que de par le fait que c'est pas lié au stress, ça peut arriver à n'importe qui, tu t'es dit derrière, je vais un petit peu lâcher prise au niveau business, je vais plus profiter de mon temps, de ma famille, de mes enfants, de ma femme, etc. Est-ce que c'est parce que tu t'es rendu compte finalement que tout pouvait basculer en une fraction de seconde, c'est ça ?
C'est exactement ça. Okay. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, à quoi ça sert d'aller chercher la réussite, le succès. Pour moi, tout est relatif parce que moi alors après, c'est vrai que quand tu crées un bébé comme l'Ornibox, t'as envie que ça marche. Puis en plus, j'avais une communauté de dingue, la Lorni Family. C'était, voilà, il y avait un truc qui, t'es poussé par le succès, quoi. Donc c'est normal. Mais à un moment donné, je pense que j'ai eu trop c'était alors j'aime pas le mot stress, mais c'était un challenge permanent à combler les brèches, tu vois. Et il fallait avancer, et donc je pense que j'étais un peu tendu dans ma tête et ça a dû péter à ce moment-là, quoi. Mais et quand j'ai décidé de m'occuper un peu plus de ma famille, c'est que je me suis rendu compte que à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert? C'est bien beau l'ambition, c'est génial, mais qu'est-ce qui est le plus important? Et je suis revenu à mes valeurs fondamentales, qui sont la famille, 2, la liberté, 3, le fun, le plaisir, et 4, le professionnalisme, tu vois. Parce que le professionnalisme, quand je fais les choses, je les fais pro, mais en numéro 1, c'est ma liberté, la famille, le fun, tu vois, c'est ça qui est le plus important. Et je suis revenu aux valeurs de base. Totalement, je te rejoins, et c'est important que chacun se connaisse et connaisse ses valeurs de base, et c'est comme ça finalement qu'on est épanoui, qu'on est heureux, et qu'on sait en plus aller parfois beaucoup plus loin finalement. Et tu vois, moi, ça m'étonnerait pas que dans les années à venir, tu crées un projet peut-être encore plus fou et qui ira encore plus loin finalement, et pour autant avec ces leçons derrière, et peut-être même que tu es déjà en train de préparer ça, on sait pas. Donc, tu sais, j'arrête pas de dire à tout le monde non mais j'arrête là, c'est bon, j'arrête. Et là, en l'espace de 3 mois, j'ai eu 2 projets de la mort qui tue, d'un truc de dingue. Je t'en parlerai même pas, je te donnerai même pas un truc, mais ça va être génial. Et j'étais hier avec ma fille dans la voiture, on écoutait un truc, et je me suis dit, waouh, mais voilà une idée géniale de business, c'est un truc de dingue, et c'est à l'échelon mondial. J'ai dit, et voilà. Et là, je fais, bon, faut qu'on étudie un peu le truc, mais waouh, ça peut être génial. Hein? T'as vu, je t'ai donné l'idée, hein, quand même. Magnifique. Tu aurais dû te restreindre sur les détails. Je sais. Maintenant, du coup, j'ai une autre question. Si on revient sur l'Ornibox encore, et après j'ai deux, trois questions sur ton parcours, etc. Et c'est assez dingue, mais j'aimerais bien que ce podcast dure 5 heures, si on pourrait. Ce serait magnifique. T'en fais 5 fois 1. C'est ça, on fera ça. Et ou tous les 6 mois, tu reviens comme ça. Oui, bon, comme tu veux. Hein, ça, honnêtement, je suis dispo. T'inquiète pas maintenant. Magnifique. Et du coup, tu vois, ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouveaux logiciels. T'en as cité un notamment. Il y a des logiciels qui sont là pour faire des webinaires spécifiquement, des autorépondeurs spécifiquement, des espaces membres spécifiquement, des pages de vente spécifiquement, des processeurs de paiement spécifiquement. Bref, t'as compris un petit peu là où je voulais en venir. L'Ornibox Direct t'arrive avec un outil, une machine, une plateforme, un site, tout en un. Et en plus, à cette époque-là, à ce moment-là du marché, mais je pense que les gens ont dû te prendre pour un fou. Mathieu, peut-être le premier. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, je vais le faire, et en plus, je vais le faire pour un usage personnel qui plus est. C'est assez dingue quand même, parce que même aujourd'hui, moi, j'ai même eu dans mon entourage des gens qui ont essayé de mettre en place des outils sensiblement similaires, ou plus des trucs type landing page, tunnel de vente, mais uniquement ça. Et je sais combien de temps ça prend à développer, combien de temps ça coûte, combien ça coûte également en termes d'argent, les problématiques auxquelles tu fais face. Et encore, c'était entre 2019 et 2021, la période dont je te parle. Donc, tu vois, les moyens technologiques, les outils, tu vois, la possibilité de déléguer, d'outsourcer, payer moins cher les développeurs, etc., de gérer ton projet, c'est totalement différent que toi en 2014. Donc, j'aimerais beaucoup comprendre un petit peu la folie qu'il y avait dans cet esprit visionnaire pour te lancer directement comme ça là-dedans. Déjà, moi, je me permets de rêver. Je m'autorise à rêver un max, c'est-à-dire à me dire, waouh, ça serait génial si on pouvait faire ça. Et donc, j'ai pensé espace membre. Ça serait génial si on pouvait mettre le webinaire, si on pouvait avoir un rapport direct avec les membres, si on pouvait avoir le système de transaction. C'est-à-dire tous les outils qui à l'époque nous emmerdaient parce qu'il fallait faire des upgrades et tout ça. Et il fallait à chaque fois quand tu lançais un truc, ça marchait pas parce que WordPress marchait pas avec un tel et tel.
Là, je me suis dit, autant avoir tout dans le même endroit, un peu comme une brasserie où tu peux manger une quiche, un gâteau et un hot dog. Bah là, je me suis dit, on va tout mettre en même temps. Comme ça, quelqu'un qui va être comme... En fait, je me suis toujours mis à la place de mon prospect. Je me suis toujours dit, mais la personne qui va acheter l'Ornibox, il est comme moi, il s'y connaît pas du tout et il a pas envie de s'embêter. Lui, ce qu'il veut, c'est transmettre son savoir, transmettre son expertise et il veut s'amuser avec ses enfants lui aussi. Il veut être plus libre. En fait, j'avais mis en avant mes valeurs, la famille, la liberté, le fun, le plaisir, le partage et le professionnalisme. Et finalement, c'est ça que les gens ont adhéré à ce projet-là. Et quand j'ai lancé l'Ornibox, je me suis pas dit je lance une bombe atomique parce que j'ai pas pensé. Et bien sûr, j'ai un esprit marketing, moi j'adore ça le marketing, mais j'ai pas lancé le truc en me disant je crée le truc pour faire des milliards, tu vois. J'ai fait le truc en me disant si moi ça me sert, ça va forcément servir à d'autres personnes. Et le tout en un, c'est parce que moi, je veux pas m'emmerder. Aller à droite, à gauche, ça m'ennuie. Je veux avoir tout au même endroit. Et savoir que si j'appuie là, bah, tout va fonctionner d'un coup. C'est pour ça que même j'avais fait dans l'Ornibox un système où on appuyait en un clic. On avait tout le tunnel de vente, l'espace membre, le système du webinaire qui était créé. Tout était créé en même temps. Même les mails étaient créés. Pour que justement les gens n'aient pas à se prendre la tête. Et moi, j'aime pas me prendre la tête. Je pense que des centaines de milliers de personnes n'aiment pas se prendre la tête aussi. Donc c'est pour ça que j'ai pas réfléchi en termes vraiment marketing. J'ai réfléchi en termes émotionnels, à me dire j'ai pas envie de faire ça. Donc si moi j'en ai pas envie, les autres n'en ont pas envie. Et puis Mathieu, lui, a eu un esprit cartésien. Il a eu l'esprit de dire, ok, donc lui, il pense comme ça, donc tous les prospects vont penser comme ça, donc on va faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il a toujours fait en sorte, il a créé un framework. C'est un génie, hein, Mathieu. Hein, c'est un vrai génie. Aujourd'hui, il y en a pas deux comme lui dans le monde de l'infoprenariat. Hein. C'est parce qu'il connaît l'informatique, c'est clair, mais il connaît aussi le marketing, il connaît l'état d'esprit, le mindset des infopreneurs. Il connaît tout. Il est au-dessus de la mêlée. Hein. Et puis aujourd'hui, il a créé en fait un framework, comme si tu avais un noyau, tu vois. Et à partir de ce noyau-là, dès que tu as une nouvelle idée, tu peux la greffer à ce framework de départ. Et c'est ça le gros truc de l'Ornibox. Et puis surtout, je te dis, ça a été fait avec le cœur. D'accord. Ça a été fait avec le cœur. Ça n'a pas été fait avec juste une tête de se dire on va gagner des millions. Bien sûr qu'on y pensait. Bien sûr, faut pas se leurrer. On avait envie d'avoir cette liberté financière à se dire l'Ornibox va nous permettre de gagner, mais va permettre à des milliers de personnes aussi de gagner. Et c'était ça le truc grisant. C'est que tout le monde se disait waouh, grâce à cet outil, on va pouvoir faire des choses géniales. Et c'est ce qui s'est passé. Mais tu sais, ça se ressent quand tu l'utilises. Et pour la petite histoire, bon, déjà, je te rejoins sur un sujet. Ce qui est compliqué, en général, est difficilement duplicable. Donc, par polarité, ce qui est simple est relativement facilement duplicable et automatisable. Et c'est la force aussi de l'outil. Mais moi, par exemple, à l'époque, avec leconsultant.fr et encore plus récemment avec entrepreneurs.com, j'avais des centaines de personnes qui suivaient les cursus de formation, etc. Et j'utilisais pas forcément l'Ornibox pour nos pages ou autres parce qu'on avait un niveau de complexité et d'automatisation qui était tel avec le paid traffic, etc., qu'il nous fallait des trucs assez custom. En revanche, le seul outil que je recommandais dans le cadre du programme pour ceux qui démarraient et qui se lançaient, c'était justement l'Ornibox. Et on avait créé des pages templates où ils cliquaient, etc. Et même, une de nos coachs, justement, était une ancienne coach de chez l'Ornibox. Et j'avais eu l'opportunité de faire intervenir dans le programme un de vos coachs de l'Ornibox qui justement était sur votre... Je crois que vous aviez une ligne technique, sauf erreur. Oui, j'avais l'Ornidoc. C'est exact. L'Ornidoc. Voilà, l'Ornidoc à l'époque. C'est ça. Et justement, je pense que au-delà même de la partie business,
Et tu sais, des fois, on lance des fleurs à ceux qui ont formé beaucoup de gens, etc. Mais finalement, tu peux former plein de gens, mais si derrière, tu n'as pas les outils pour exécuter, c'est comme je peux t'apprendre à couper un arbre. Si tu n'as pas de hache, ben, tu vas pouvoir taper longtemps avec ta main contre l'arbre, quoi. Et finalement, bah, du coup, vous avez vraiment démocratisé, je pense, le monde du business en ligne, de la formation, grâce à cet outil. Parce qu'il faut rappeler un point en plus du fait que on va penser qu'on est en train de vendre l'Ornibox ici, mais la réalité, c'est pas du tout l'objectif. C'est important, et Alex, c'est que moi, j'ai plus d'intérêt forcément. Moi non plus, en plus. Je souhaite beaucoup de bonheur au nouveau CEO qui va, lui, avoir beaucoup de travail pour développer l'avenir de l'Ornibox. Mais on n'est pas en train de vendre l'Ornibox, hein, attention. C'est ça, exact. Et moi non plus, pas de lien dans la bio et tout, mais juste un truc important à dire avant de terminer ce sujet, c'est qu'en plus d'être un all-in-one, ben, c'était assez accessible par rapport à ce qui se fait sur le marché en termes de prix. Ouais. Je crois même que c'était gratuit jusqu'à tes 4 ou 5 premières ventes, un truc comme ça. C'est toujours gratuit jusqu'à 4 premières ventes. Okay. Et surtout, c'est extrêmement complet, même par rapport à des trucs comme ClickFunnels, etc. On a vraiment des outils à l'intérieur qui sont très, très complexes et très accessibles à tout le monde. C'est-à-dire que le système mail est facile, le système de transaction, il y a même le système de partenariat et d'affiliation, tout est vraiment très, très simple. Maintenant, il faut quand même un peu se former. C'est un outil, hein. C'est comme moi, tu me mets une boîte à outils avec des perceuses. Faut me montrer comment ça marche. Hein. Non, je déconne pas. Je me pose une question là comme ça dans le cadre du podcast. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre, mais tu sais, moi j'habite maintenant à Dubaï et j'ai un ami à Dubaï ici. Tu habites à Dubaï. Ouais. Avant j'habitais à Londres, mais j'en avais marre. Je tirais la gueule tout le temps. Il y avait pas de soleil. Oui. Tu sais qu'il y a Olivier Seban qui habitait à Dubaï. Ouais. Il déménage là. Il vient d'acheter un terrain juste au bout de mon jardin. Magnifique. Pour être à côté de moi parce qu'il s'emmerdait à Dubaï. Ok. Bah là, je reviens de Bali, mais franchement, c'est cool aussi Bali, tu vois. Mais il me faut vraiment cette énergie de business, moi encore. De business, ouais. Toi, t'as besoin de ça. C'est ça. T'es jeune, t'as 22 ans. J'ai 27 ans. Mais je t'ai dit ah oui, merci. Ouais, les hommes, ils veulent se vieillir un peu, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais surtout à mon âge. Mais du coup, par rapport à ça, tu vois, j'ai un pote ici à Dubaï qui a monté une boîte où il crée des applications mobiles et il modélise ce qui fonctionne à l'étranger, en France ou aux États-Unis, etc. Et il les développe sur le marché des Émirats ou sur d'autres marchés qui n'existent, où ces solutions n'existent pas, dans le seul et unique but de grossir et se faire racheter ensuite. Du coup, mais c'est bien. C'est hyper smart parce que du coup, il l'a déjà fait à plusieurs reprises et ça marche plutôt bien. C'est un business plutôt florissant pour lui. Et du coup, ma question c'est, est-ce que de gros comme ClickFunnels, par exemple, que tu as cité à l'instant, qui sont parmi les leaders mondiaux des funnels, finalement, avec notamment Hotmart, par exemple, que tu connais probablement aussi, vous ont déjà fait des propositions de rachat de par l'amplitude et la couverture que vous aviez sur la francophonie au global? Hotmart, oui, nous a fait une proposition. Ils sont pas allés plus loin parce que le marché. Il faut savoir que le marché français est un marché très spécifique avec les systèmes de formation en ligne, les CPF, les machins, et ça leur a fait un peu peur. C'est-à-dire qu'ils se sont dit c'est beaucoup plus facile d'aller dans des pays comme la Suède ou la Norvège ou même l'Italie parce que en France on est une exception au niveau de la formation en ligne et donc ils se sont dit oh là on va aller ailleurs, c'est beaucoup plus facile, ça va être trop galère de rentrer en France ou on reviendra plus tard quoi. Donc mais ils nous ont en effet contactés il y a quelques années. Ouais. D'accord, ok, c'est intéressant à savoir, surtout que je connais assez bien Nicolas Pellerin également, qui est responsable du coup de la stratégie de pénétration de marché de Hotmart sur le marché français depuis quelques années maintenant, et ouais, je les vois essayer en tout cas de rentrer sur ce marché progressivement. Un autre sujet. Si on ferme la parenthèse Learnybox, on revient sur l'entrepreneur que tu es. Tu disais qu'à un moment donné, tu te retrouves avec 400 000 euros de dette. Au tout début, quand je me suis lancé, avec le sourire. Avec le sourire, bah oui, évidemment. Mais ça m'étonne pas de toi. L'inverse m'aurait étonné, tu vois. Au tout début, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, plus particulièrement le business en ligne, j'ai voulu lancer une formation dans les marchés financiers. Et en fait, au lieu de vouloir apprendre aux gens à gagner de l'argent sur les marchés, je voulais leur apprendre déjà à ne pas en perdre. Du coup, là, ma question, elle s'oriente à merveille pour toi. C'est
plutôt que de se dire comment monter une boîte valorisée à des millions et puis ensuite la revendre et puis créer plein de business, etc., comme tu l'as fait, même si on va pouvoir aborder ce sujet rapidement juste après, comment éviter de se retrouver avec 400 000 euros de dette, parce que même si toi, dans ton cas, tu avais un grand sourire et tu as pu t'en sortir, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors, le grand sourire, je l'ai aujourd'hui, d'accord. À l'époque, je l'avais pas. Non, je faisais pas le malin, hein. Okay. J'avais plutôt la queue entre les jambes, tu vois. Je longeais les murs, tu vois. Non, ce que je pense que j'ai fait, qu'il ne faut pas faire, c'est que je me suis lancé à tête baissée comme ça, en me disant, moi, je suis ce qu'on appelle tu sais, il y a 3 types de personnes sur cette terre. Il y a les yalla, c'est-à-dire en gros, j'ai une idée, yalla, je fonce, bim, le mur. Ah, pardon, je me relève. Ah, bim, le mur encore. Il y a les gens qui sont réfléchis, qui sont là. Attends, je vais réfléchir. Attends, est-ce que c'est mieux ça, c'est mieux ça, c'est mieux ça? Et donc ils n'avancent jamais. Et puis t'as les consciencieux qui font les choses. On leur dit de faire, donc ils veulent faire bien, C'est le complexe de l'expert. Tu sais, l'expert qui veut toujours faire parfaitement les choses et qui finalement ne sort jamais les trucs. Moi, j'étais en mode yalla. C'était en mode j'ai une idée, je la lance. Mais le problème du yalla, c'est qu'il ne réfléchit pas assez et il n'est pas assez consciencieux. Et donc c'est pour ça que le développer ces deux autres qualités, c'est important. Et moi, j'ai souvent lancé l'idée et je ne réfléchissais pas, par exemple, à la gestion, à la comptabilité, aux problèmes de dépenses, enfin tout ce qui était la gestion d'une entreprise. Tu connais très très bien ça, toi. Moi, je suis pas un gestionnaire, je suis un créatif visionnaire. Et donc, au début, j'ai fait attends, pas qu'une fois. Non, parce que sinon c'est pas drôle. Je me suis pris une bonne baffe, une deuxième bonne baffe, troisième. À troisième, ça commence à faire un peu mal. Je vais arrêter. C'est là où j'ai eu 400 000 euros de dette. Et je vais dire, je vais peut-être changer ma vision. Je vais peut-être prendre quelqu'un qui s'y connaît en gestion, qui s'y connaît en marketing, qui s'y connaît bien. Et donc, je me suis entouré de bonnes personnes. Même si ça me coûtait de l'argent de les payer, ils m'ont rapporté 10 fois plus parce que justement j'ai arrêté de faire des conneries. Et donc la clé là-dedans, c'est que quand on a un rêve, le rêve c'est bien. Moi je fais ce qu'on appelle la fusée de la réussite by Lorenzo. J'emprunte une technique que peut-être tu connais, qui est le carré Disney. Tu connais le carré Disney? C'est comme ça que j'ai créé l'Ornibox. Alors non, comme ça que j'ai créé... Je connais l'écosystème Disney, mais pas le carré Disney. Le carré Disney, en fait, Disney, quand il crée, par exemple, le parc d'attractions Disney World, il rêvait. Il disait à alors, il prenait des gens qui étaient des rêveurs, des visionnaires, des gens qui avaient envie de s'amuser. Il les mettait dans une pièce. Il disait, bon, alors voilà, j'ai comme idée de créer un parc d'attractions avec plusieurs mondes. Il y en a un qui va s'appeler Spaceland, l'autre Discovery machin, l'autre Frontierland. Et dedans, je voudrais mettre des manèges et tout. Et qu'est-ce que vous metteriez dans Frontierland, par exemple? Là, on va s'amuser. Et alors là, t'avais un guignol qui disait on va faire ça, puis on va faire ça. Et là, il dit waouh, génial. Donc, il avait toute une caisse de plein d'idées complètement loufoques. Mais jamais et à aucun moment, il ne parlait du comment on fait. Okay. Dans cette zone-là, dans le carré. Donc, les gens y allaient, ils disaient, allez-y, lâchez-vous. Et ensuite, il prenait tout ça, il allait dans une autre pièce avec que des gens qui sont des consciencieux réalisateurs, des concepteurs réalisateurs, des gens qui réfléchissent à comment on va faire pour faire le Space Mountain, etc. Et là, il disait, tiens, on va faire comme ça. Alors là, son idée, c'est ça. Alors on va faire comme ça. Tiens, il faisait des plans, il mettait le chiffrage derrière. Il disait, ça va coûter tant. Et le troisième carré, ils arrivaient donc avec la conception de toutes les idées de Disney. Il arrivait dans le carré des gestionnaires, des financiers, des business plans prévisionnels, etc. Là, tu avais les comptables et tout qui disaient, voilà, ton projet Disney, Walt, on peut l'appeler Walt, ça va te coûter tant. Et le quatrième carré, selon toi, c'est quoi le quatrième carré? Ils arrivaient donc face à des gens. Ouais. C'était quoi, ce quatrième carré? Tu saurais dire? Le carré tu vas pitcher, tu dois chercher ton financement? Alors, le financement, dans l'absolu, ça vient, ça fait partie du troisième carré, puisque normalement, là, il te dit combien tu as. Mais c'est même pas une question de financement. C'est avant d'aller chercher les financements, pour savoir si le projet est viable. Il faut le tester. C'est quoi? Il faut le tester. Il faut créer un MVP ou il faut en tout cas tester le marché, sonder le marché. Sonder le marché, mais le sondage, il est fait par les réalisateurs, les concepteurs. Ouais. Et le quatrième carré, il y a les critiqueurs. Les critiqueurs.
Et ouais, c'est-à-dire qu'en gros, il y a ceux qui vont dire, ouais, alors c'est bien, vous avez pensé à ça, mais est-ce que vous avez pensé à la barrière de sécurité là dans votre manège, parce qu'il n'y a pas de barrière de sécurité dans ce que vous avez marqué, hein? Il s'agit rien. Ils viennent challenger Alors, ta réflexion, en fait, challenger ta pensée. En fait, il te challenge dans tes zones d'ombre. Ok. Par exemple, moi, c'est quand j'avais lancé ma première boîte, j'avais complètement zappé la partie. J'avais lancé une boîte qui s'appelait Vente Folie, qui était un site internet de striptease personnalisé au prénom. Ok. C'était un truc très soft et en gros, pour les enterrements de vie du garçon, on envoyait des vidéos cadeaux avec bonjour Alec, j'ai une petite surprise pour toi. C'est toi qui faisais les striptease parce que tu le fais bien au niveau de la voix off. Hein. Je faisais les voix. Je faisais les voix. Et là, j'avais complètement, dans ma zone d'ombre, j'avais complètement omis le fait qu'à l'époque, on était en 2000, il y avait que le 56K. Il n'y avait même pas la DSL. Donc ça faisait... Et tu voyais la nana qui essayait de se déshabiller, qui n'y arrivait jamais. Et donc, au bout de 8 mois, j'ai dû fermer la boîte. Et donc, cette zone d'ombre, si j'y avais pensé, j'aurais peut-être pas réfléchi de la même manière. Pareil pour Coaching Voix Off, j'ai lancé le truc en dépensant 20 000 euros par mois de charges, sans me dire que les gens n'allaient pas forcément me faire gagner 40 000 par mois. Et donc j'ai complètement omis la partie gestion, comptable, j'ai engagé des gens, j'ai pris 5 000 euros de loyer par mois, voilà, c'était mes zones d'ombre. Et les zones d'ombre pour un entrepreneur qui se lance, ça doit être absolument visible, ça doit être éclairé, dès qu'on se lance, c'est pas uniquement l'idée qui est importante, c'est la zone d'ombre, parce qu'une fois qu'on a des contre-arguments pour les zones d'ombre, on peut aller où on veut après. Ouais. C'est facile après. Totalement. Et justement, de par ton expérience, comment mettre en lumière ces zones d'ombre? Parce que quelqu'un qui écoute ce podcast potentiellement va se dire « Ah, Lorenzo, c'est super intéressant, mais comment faire ?» Comment faire? En fait, c'est super simple. Regarde, moi, ma zone de génie, c'est quoi? C'est la vision, c'est la créativité, c'est la communication, c'est emmener les gens au bout du monde, c'est le fun, voilà. Moi, ça, c'est mon truc. Et puis, ma compétence, qui était la voix off, la radio et le business du web, par exemple pour l'Orniboy. Tout ça, c'était mes compétences. Mais mes incompétences, il faut savoir aussi les repérer. Ouais. Et mon incompétence, c'était la gestion, l'administration, tout ce qui est management des équipes, tout ça, c'est pas mon truc. Je sais pas faire. Moi, le seul truc qui moi, j'aime bien m'amuser. Si je m'amuse pas, tout à coup, je deviens critique et chiant. Okay. Je sais, je me connais. Hein. Tiens, prends ça, tiens. et donc, c'est faire une introspection sur soi et de se dire, je suis qui? Yep. Et c'est la première, avant de lancer une boîte, c'est de se dire, je suis qui? Moi. Je suis ça. Ok, je note mes défauts, mes qualités, mes forces, mes facilités, mes talents. C'est quoi tout ça? Et quels sont aussi mes défauts qui reviennent régulièrement? Si je suis par exemple susceptible, c'est important de le mettre susceptible. Ça veut dire qu'au niveau du management, il va y avoir des problèmes. Je suis nul en maths, en gestion, en comptabilité, ou je suis nul en vente. Ben, c'est important. Donc, si je suis nul en vente, ça veut dire que je vais pas pouvoir vendre le truc. Moi, par exemple, la vente, ça me dérange pas. C'est fun pour moi. En revanche, tout ce qui est informatique, c'était une zone d'ombre. Donc j'ai eu Mathieu. Et à chaque fois que j'ai un truc à combler, ben hop, je vois si je peux avoir des gens autour de moi, des bons et des bons. Des gens qui respectent, et ça c'est vachement important, qui respectent mes valeurs et qui sont dans le même état d'esprit que moi. Parce que si moi je suis dans le fun et que je me retrouve avec des gens qui font la gueule toute la journée, ben le fun il va tomber. C'est pas compatible, bien sûr, ils vont tirer ton énergie vers le bas. Voilà. Et donc, toi qui écoutes et qui te dis, mais ouais, mais moi, mes zones d'ombre, c'est quoi? Ben, dis-toi, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Et il y a un truc qui, pour moi, est primordial. Ce sont 3 mots extrêmement importants quand on lance un business. C'est souvent, je sais pas si t'as eu des exemples comme ça, certainement, toi, Alex. C'est des gens qui se disent, ouais, mais j'ai plein de trucs, mais je sais pas vers lequel aller. Je sais pas lequel démarrer en premier. Comment choisir la bonne idée? Voilà, comment choisir la bonne idée? La bonne idée, c'est est-ce que ça te met en joie? Est-ce que t'es heureux? Est-ce que quand tu penses à ce truc-là, tu te dis, ah, tu vois, t'as des poils qui se dressent.
Et ensuite, 2, c'est est-ce que c'est facile pour toi de développer ce truc-là? Est-ce que c'est simple? Est-ce que ça va pas être une galère technique, machin, etc. Est-ce que c'est facile? Et troisièmement, est-ce que ça te rapporte, pas simplement au niveau pécunier, mais est-ce que ça t'épanouit? Est-ce que ça te, il y a en gros, c'est le gain. Joie, facilité et gain. Et si tu ne réunis pas les trois, te lance pas. Ça sert à rien. Parce que il y a des trucs qui peuvent te mettre en joie, mais c'est pas facile et ça rapporte rien. Il y a des choses qui sont faciles, mais qui te mettent pas en joie et qui te font gagner. Il y a des choses qui te font gagner, mais qui sont pas faciles et qui te mettent pas en joie. Donc, réunis les trois, et là, t'as un business qui cartonne. Très intéressant, et ça introduit parfaitement la question suivante, c'est que, bon, du coup, tu as eu l'Ornibox. L'Ornibox, c'est des milliers de clients. Et du coup, tu as été aussi en contact avec les plus gros acteurs du marché. Je me souviens d'ailleurs, moi, à l'époque où je suis venu à l'anniversaire l'Ornibox, je commençais, ça faisait peut-être 1 an, tu vois, un peu moins d'1 an que justement j'avançais. Je sais même plus qui m'avait invité. Je crois que c'était 2 ou 3 personnes. Enfin, je ne sais plus, mais bref, peu importe. Mais un truc qui est certain, c'est que il y avait vraiment un melting pot de plein d'infopreneurs qui étaient successful. Ceux qui n'avaient pas pu être là, ils t'avaient fait carrément une vidéo du coup pour te souhaiter bon anniversaire. Parce qu'en même temps, je crois même que c'était ton anniversaire aussi en même temps, il me semble. Non, pas au mois de mars. Non, c'était vraiment l'anniversaire. On était le 23 mars. Okay. C'était l'anniversaire du lancement de l'Ornibox. C'est intéressant du coup parce que tu vois, ils étaient tellement... Ils avaient tellement de cœur. Mais Olivier Seban, lui, comme une fois je lui ai fait la blague à Dubaï, d'ailleurs, à Dubaï, de lui fêter son anniversaire alors que c'était pas son anniversaire. Depuis, chaque fois qu'on se voit et qu'on fait des soirées, il me fête mon anniversaire tout le temps et il dit à tout le monde d'amener des cadeaux et tout. Donc c'était un gag. C'était peut-être ça. Mais en tout cas, je me souviens d'un truc comme ça. Et un truc qui est certain, c'est qu'il y avait vraiment le people, tu vois. C'est comme si on était à l'événement Forbes ou la Fashion Week, mais pour les business en ligne, tu vois. Et ça m'avait marqué. Du coup, tu as côtoyé aussi beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès. Donc là, tu as partagé quelques concepts et je t'en remercie pour ceux qui se lancent, qui démarrent, qui ont besoin d'avoir des éléments de validation et c'est super précieux. Mais du coup, si tu as identifié un dénominateur commun ou quelques petits éléments qu'on pourrait partager ici aux gens qui nous écoutent, de ceux qui ont vraiment du succès dans cette industrie ou qui utilisent le web avec succès, qu'est-ce que tu pourrais nous partager aujourd'hui ? Il n'y a pas de point commun. Le point commun, je dirais, c'est le marketing. C'est qu'ils sont très pointus en marketing. Ils se forment beaucoup. C'est-à-dire que ils ne laissent pas, ils y vont pas à l'improviste. Et tu vois, ils n'improvisent pas. Et ils testent. Tout à l'heure, tu as parlé de tests. Leur point commun, c'est qu'ils testent avant de vendre. Et leur autre point commun, c'est qu'ils vendent avant de créer. Et ça, c'est vachement important. C'est le point commun qui fait que ils vont pas se passer une année complète à créer un truc. C'est moi l'erreur que j'ai fait au tout début quand j'ai lancé Coaching Wolf. J'ai bossé pendant 1 an pour lancer un produit, alors que j'aurais pu le lancer avant et vendre avant de créer. C'est un truc qui est complètement c'est pas logique, c'est pas naturel, tu vois. On se dit non, faut créer un truc super et ensuite on va le vendre. Ben non, les grands ont tous vendu avant de créer complètement leur produit. Je dis pas qu'ils l'ont pas commencé, mais ils ont au moins fait les 2 premiers modules pour la formation, par exemple. Je suis obligé de rigoler parce que j'ai fait exactement cette erreur. J'ai démarré, j'ai bossé 9 mois sur un produit, un truc de malade. Vraiment, j'étais trop fier de mon truc. Je le mets en vente, j'ai fait 0 vente. Il y a personne. Même quand je l'ai mis gratuit, ce truc-là, personne n'en voulait. Je devais chercher, je devais payer pour que les gens le veulent vraiment. Enfin, c'était un truc de fou. Mais c'était quoi ta première formation ? C'était une formation justement pour aider les gens à ne pas perdre de l'argent sur les marchés financiers. Sauf qu'eux, ils s'en foutaient. Ils voulaient gagner de l'argent, eux. Mais voilà, exactement, j'allais te dire. Mais en fait, le désir numéro 1 des gens, c'est pas de perdre de l'argent. Ils veulent gagner, ils veulent savoir comment gagner. C'est ça, vraiment. Mais moi, je m'étais dit innocemment, même un de mes meilleurs potes, il a perdu 20 000 euros. C'était toutes ses économies, le pauvre. Et moi, j'ai failli y passer. Vas-y, on va les aider, Et en plus,
à la base, ça venait du fait que je me sentais pas légitime. Aussi, tu sais, le fameux syndrome de l'imposteur. Du coup, je me dis, mais attends, mais moi, j'ai pas encore gagné des millions d'euros avec ce truc-là. Qui suis-je pour leur dire comment gagner de l'argent? Même si je gagnais un petit peu de sous, j'étais profitable, mais bon, je vivais pas encore de cette activité. Et je me suis dit, non, je vais plutôt leur apprendre à pas en perdre. Je me sens à l'aise dans cette étape. Et justement, j'y viens. Selon toi, comment faire face au syndrome de l'imposteur? C'est une question qu'on me pose au moins 5 fois par mois. Alors c'est marrant parce que mon ami James Beam, il me dirait que le syndrome de l'imposteur n'existe pas, et pourtant ça n'existe. il est clair. Le fait de ne pas être légitime, je pense que tout le monde a je pense que tu l'as eu, je l'ai eu aussi, on l'a tous eu, cette notion de est-ce que j'ai une légitimité à vendre un produit? Et moi je dis toujours, si tu as le syndrome de l'imposteur, pense bien que arrête de regarder là-haut les mecs qui sont là depuis 20 ans. Regarde ceux qui sont en bas et qui rêvent d'être à ta place. Et quand n'importe quoi, t'es un expert dans les finances, même si tu n'as que 1 an d'expérience, t'es plus fort que le mec qui en a jamais fait. Donc toi, ton but, c'est pas d'aller chercher des gens qui cherchent des cadors qui ont 20 ans d'expérience. Toi, ton but, c'est d'aller chercher les prospects qui démarrent et qui ont exactement qui rêvent d'arriver à ton niveau. Et une fois que tu seras t'auras monté ce niveau-là, bah tu passeras à un autre niveau, etc., etc. Donc le complexe de l'imposteur, il n'est valable. Pour moi, il n'est pas valable. Pardon, il n'est pas valable. C'est-à-dire que tu as toujours des gens en dessous de toi qui ne savent pas. Quand tu es en 3e, tu sais plus de choses que quelqu'un qui est en 6e. Quand tu es en terminale, que tu parles anglais, tu es meilleur qu'un gamin qui arrive en 6e. Donne des cours aux gamins de 6e. Donne pas des cours à des mecs qui sont à l'université, tout simplement. C'est marrant ce que tu dis. J'ai expliqué ça à ma fille il y a une semaine. Je lui ai dit, elle avait ce complexe de l'imposteur. Elle se dit, ouais, mais je suis pas, quand même, je parle pas encore complètement fluent en English. Je dis, ouais, mais tu parles beaucoup. Déjà, tu parles très bien l'anglais et tu parles beaucoup mieux l'anglais que quelqu'un qui a 8 ans ou 9 ans. Donc, lance ton business auprès des enfants. Fais Malena Kids English, tu vois. Tu vois, English for Kids. Et puis basta. Et elle va donner des cours aux enfants. Incroyable. Incroyable, c'est vraiment génial ça. Ouais. Et oui, c'est fou. Ah, je trouve ça vraiment cool. Et du coup, par rapport à ça, j'ai envie de. C'est rare les fois où on a des gens comme toi, tu sais, qui, encore une fois, tu as vécu plein de vies, même si on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a une anecdote sympa dans ta carrière, dans ta vie, perso, pro, peu importe, qui t'a offert une leçon que tu aurais envie de partager ici à ceux qui nous écoutent. Peu importe l'anecdote, peu importe le moment de ta vie, peu importe le contexte, tu peux ou pas donner des détails, mais une leçon qui serait utile à celles et ceux qui nous écoutent et qui t'a vraiment apporté quelque chose à laquelle tu penses là comme ça. Sympa ou pas sympa? Une épreuve, parce que là le truc qui me vient, c'est plutôt un truc qui était pas sympa à vivre, mais qui a été une leçon énorme pour la suite. Allons-y. C'est souvent dans les challenges et dans les épreuves qu'on grandit le plus. Moi, j'ai fait de la radio, de la télé, j'ai parlé devant 18 000 personnes, j'ai eu des millions d'auditeurs, etc. Et un jour, il y a une quinzaine d'années de cela, je suis invité à un salon de la radio, et je dois faire une conférence sur le monde de la voix off, où de dire comment gagner sa vie avec sa voix dans les années 2000. Et donc, il y a 300 personnes qui viennent à cette conférence dans ce salon, et il y a à cette époque-là une association qui m'a fait fermer mon centre de formation à Paris, et je me suis dit, pourvu qu'ils ne soient pas là dans la salle. Et là, je les vois arriver juste à la fin, je en vois 2 arriver, et je commence ma conférence, et là, ils commencent à m'invectiver, et ils commencent presque à m'insulter, etc. Et j'ai un truc qui se passe, c'est que mon diaphragme se bloque, et je n'arrive plus à respirer. Bon, certainement lié à la peur d'être confronté à ces gens-là et face à un parterre de gens qui venaient quand même pour apprendre pour me voir. Et pendant 45 minutes, j'ai fait preuve de professionnalisme, j'ai fait preuve j'ai gardé mon calme, j'ai pas été agressif ou quoi que ce soit, mais j'ai fait preuve tu connais les 5 blessures de Lise Bourdeau? Ouais, bien sûr. Tu sais, la trahison, l'humiliation,
l'injustice, etc., etc. Tu vois. Bon, eh ben, j'ai vécu en 45 minutes les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Je me suis dit, oh, et quand j'ai quitté ce truc, je me suis dit, plus jamais je monte sur scène, plus jamais. J'ai eu tout à coup complexe de l'imposteur qui est revenu. J'ai eu la totale. Tout à coup, je me considérais comme une énorme merde, tout simplement, une énorme merde. Et donc pour sortir de ce traumatisme, parce que attention, hein, ça a été violent, hein, c'était extrêmement violent. Pour sortir de ce traumatisme, j'ai dû faire de l'EMDR, tu sais le tapotis, le FT, j'ai pas le NFT, hein, le EFT. Et j'ai une amie Maria Hanel tu connais Maria, non? Maria Hanel. C'est une grande entrepreneuse aussi du web, qui est spécialiste de l'EFT et qui m'a fait comprendre que l'expérience mauvaise de cette prise de parole finalement, où là j'aurais pu être anéanti, la peur de parler, la peur des gens, la peur de tout. Tout à coup, elle m'a dit mais quel cadeau, quel présent tu peux ressortir de ce moment-là. C'est qu'aujourd'hui, quel est le présent? C'est que, tu vois, j'en parle avec beaucoup de facilité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris que si tu es sur scène, tu dois tout simplement, le cadeau, c'est qu'aujourd'hui, je peux parler. Quand on me dit j'ai peur de parler en public, je dis, vous savez, je vais vous raconter une histoire. Et je raconte cette histoire-là où je me suis fait trucider sur scène. Je dis, moi j'étais un expert de la prise de parole, un expert de parler devant un micro, et pourtant je me suis fait trucider. Aujourd'hui, tu peux pas me parler d'humiliation, de peur du jugement, etc., peur de la critique. J'ai tout vécu sur scène. Donc le cadeau, c'est que, en fait, j'ai tellement vécu ce que les autres pensent qu'ils pourraient vivre qu'on peut pas me la raconter. Et donc ce cadeau, je peux le transmettre aujourd'hui. Magnifique. Et c'est là. C'est-à-dire qu'en gros, comment le truc que toi tu peux utiliser, qui écoute le podcast, c'est en gros quand il t'arrive une merdouille, ben c'est comment cette merdouille tu peux la retourner pour que finalement elle te laisse une leçon au lieu que ce soit quelque chose de dur pour toi, c'est que tu te dises mais bon sang, mais c'est bien sûr, ça va m'aider maintenant à transmettre, à motiver les gens, à inspirer, tout simplement, en racontant avec humilité cette histoire. Oui, tout à fait, c'est ça, c'est vraiment de se dire comment faire en sorte que plutôt que d'être écrasé par cette épreuve, eh bien que cette épreuve se transforme en leçon qui m'élève et me permette du coup d'être une meilleure personne, d'être plus grand et de transmettre ça à mon tour par la suite ou tout simplement de sortir grandi de ça. Alors maintenant une autre anecdote rapide, plus joyeuse, c'est que un jour je suis voix off professionnel et j'ai le producteur des Guignols de l'info à l'époque sur Canal+, qui m'appelle, qui me dit Lorenzo, on t'a choisi pour être l'une des 2 ou 3 voix off qui va être à côté de Yves Lecoq, Canteloup, Herzog, etc., et Sandrine Alexis. Et est-ce que tu peux venir à une séance? Et là, je me retrouve avec toutes les stars des Guignols de l'info. On est 10 au micro, il y a 10 micros dans une grande salle, et tout à coup on te dit, on te donne un texte. Il y a Yves Le Roland, le réalisateur des Guignols, qui dit, bah voilà, toi Lorenzo tu fais ça, toi Yves Lecoq tu fais ça, ta. Et là on se retrouve tous devant un micro avec un texte, et on dit, bah ok, on fait une première, mais attends, en 2 minutes, hein, allez hop, on y va, c'est bon. Et là tu te retrouves face au micro et tu te dis, t'as pas intérêt de te planter. Et là tu restes focus sur ton texte. Ok, toi Lorenzo tu fais tel personnage, toi tu fais tel, et là tu vas, boum, tu fais la première prise, elle est nickel, et là t'as Yves Le Roland qui dit, Lorenzo c'était super, toi c'était, alors toi en revanche il faudrait que tu refasses ça, et là t'es là. Waouh, t'as focalisé ton attention sur ce que tu devais faire, tu as oublié, tu es rentré dans ta bulle et tu t'es concentré pour sortir le meilleur de toi-même. Et ça, c'était un grand moment. Magnifique, t'avais le flow. T'avais ce qu'on appelle vraiment le flow à fond, et quand on est dans ce phénomène de flow, vraiment il faut en tirer profit, il faut en profiter, et il faut même réussir à comprendre un petit peu quel était l'environnement exact qui nous a permis d'être dans ce flow pour pouvoir le reproduire derrière, et puis dès qu'on a besoin de remanifester ça pour pouvoir être pleinement efficace dans ses tâches. C'est ça. J'ai un dernier point. Imaginons que c'est ton podcast, tu t'adresses à ton audience. En plus, tu as l'habitude de cet exercice et tu as envie de donner le conseil
ultime, qui va selon toi apporter énormément de changements dans la vie des gens, soit sur un point de vue identitaire, pro, perso, peu importe, mais que tu as vraiment envie de partager, que tu n'as pas encore partagé dans ce podcast, tu as vraiment carte blanche, fais-toi plaisir. Et le but, c'est qu'il soit actionnable, parce que le but derrière, c'est que ça crée un déclic potentiellement et que les gens passent à l'action. Alors, déjà, ma citation numéro 1, c'est « Amuse-toi comme un enfant ». Ne te prends pas trop au sérieux. Amuse-toi comme un enfant dans ton cadre professionnel, quel que soit ton business. Dans ton cadre professionnel, c'est « Amuse-toi comme un enfant, sois sérieux comme un pro ». Ça, c'est mon conseil de base. C'est chaque fois que tu sens que tu te prends un peu trop la tête, dis-toi que retrouve ton âme d'enfant et essaie de te dire « Waouh, moi je rêvais de ça et tout à coup, c'est pas bien ». Bah oui, mais là, c'est génial, non? Donc, amuse-toi comme un enfant. Et puis, un truc important, c'est toi qui veux absolument que ce soit parfait, comme Alec ou moi quand on a lancé nos formations, tu ne te mets pas à créer, à oublier la vente. La perfection, écoute bien ça, la perfection, c'est le début de l'amateurisme. La décontraction, c'est le début du professionnalisme. Qu'est-ce que tu choisis? Donc, mets en action ça, arrête d'être perfectionniste et va travailler ta décontraction, va travailler, prends le temps de prendre du temps pour toi, amuse-toi, kiffe la vie et ne sois pas juste dans le faut gagner, faut faire bien. Sois plutôt dans la décontraction. Plus tu lâches prise et plus tu vas être meilleur. Et même si tu te plantes, pense à cette citation de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg, le fondateur de Meta Facebook, qui disait « Done is better than perfect ». Fait est mieux que parfait. Fais les choses, teste, amuse-toi, et ensuite, tu améliores, tout simplement. Totalement. Fait est mieux que parfait. Merci Lorenzo pour cet échange, pour ce moment. Regarde ça, on est pile poil dans les temps. C'est magnifique. Réglé comme une horloge suisse. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir ici, d'échanger avec toi. T'as partagé beaucoup de concepts de valeur. On se dit à dans 6 mois. Ah ouais, avec plaisir. Dans 6 mois, j'aurai fini l'écriture de mon conférence show qui va justement réaliser un de mes rêves de quand j'étais gamin, qui est de pouvoir faire marrer, en même temps aspirer, motiver, et justement où je vais créer la confiance chez les gens, la détermination pour aider les gens à réaliser leurs rêves, tout simplement. Ouais, un peu comme on l'a fait aujourd'hui. Est-ce que tu as les poils qui s'hérissent quand t'en parles? Oui, tu m'étonnes. Ah bah c'est que ça va marcher, Souviens-toi, soit ça marche, soit t'as peur. Ça va marcher, c'est sûr. Bon bah écoute, excellent. Merci encore une fois. Partagez ce podcast tout autour de vous. Mettez les 5 étoiles sur toutes les plateformes pour donner encore plus de visibilité au podcast Le Déclic et puis faire en sorte que le plus de gens possible puissent voir ce type d'épisode. Merci Lorenzo encore une fois et à très bientôt. À très bientôt. Ciao.